Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette conférence. Peut-être que vous êtes ici sur le live puisque c'est un Facebook Live ou alors ici que vous voyez donc cette conférence en replay. Soyez donc les bienvenus alors que vous soyez là ou là, le contenu sera exactement le même. Vous pouvez poser vos questions, je vais vous expliquer tout cela. Conférence qui s'intitule Hypnose douleur et accompagnement efficace. Alors sur le chat par rapport à la conférence en ligne Facebook, bienvenue à Manuela Béatrice, Léa Olivier, je vais pas citer tout le monde parce que ça serait un petit peu long et pas nécessairement intéressant, surtout si vous êtes dans le replay. Olivier, Jamila, Pierre, Nathalie, Ève, Denis, Célia, Damien, Nadia, Richard et toutes les autres personnes qui sont avec nous ce soir. Merci de participer à cette conférence en ligne dans laquelle donc nous allons explorer les différentes catégories de douleurs en fonction de leur environnement, en fonction de leur évolution, en fonction de leur cause, en fonction des compétences du praticien qui vont devoir traiter ces douleurs. Donc on va brasser beaucoup de choses ce soir. Alors qui suis-je? Pour commencer, succinctement, je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique spécialisé dans la prise en charge des douleurs. J'ai développé l'hypno-antalgie et je suis par ailleurs infirmier diplômé d'État et aussi formateur en EFT. Donc j'ai eu, comme vous pouvez l'imaginer, l'occasion de pratiquer l'hypnose dans un contexte de douleur un peu sous toutes ses formes, que ce soit la douleur chronique, la douleur au bloc, la douleur en situation d'urgence, la douleur provoquée quand on fait mal au patient, enfin voilà, un peu tous les types de douleurs. Alors au programme ce soir, Frédéric, bonsoir, avec plaisir partagé Frédéric. Donc au programme ce soir, nous allons aborder les trois catégories de douleurs dont finalement on parle peu et que tous les thérapeutes, à mon sens, devraient connaître pour, le terme est bien beau, pour parfaire leurs accompagnements. Nous allons aborder les caractéristiques pour chaque catégorie de douleur et la prise en charge hypnotique qui me semble être, selon mon expérience, la plus adaptée. Je vais vous donner des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, vous verrez, qui concernent les hypnothérapeutes, les sophrologues, dont un chiffre qui est nouveau, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps pour tout vous dire et qui m'a fait tomber à la renverse de ma chaise. Alors c'est une image bien sûr, je suis pas tombé à la renverse, mais vous verrez ce chiffre, l'interprétation que l'on peut en faire, aussi surprenant que ça puisse être, c'est en France et c'est aujourd'hui. Pour renforcer l'efficacité de vos prises en charge, je vais vous donner deux principes qui sont fondamentaux que vous devez appliquer. La durée de cette conférence, on part sur à peu près 30 à 45 minutes. Je vais essayer de tenir ce temps-là. Les gens qui me connaissent savent que quelquefois je déborde un petit peu. Je m'en excuse par avance et là j'ai même fait un petit effort. J'ai mon téléphone avec le timing devant moi. Donc je vais essayer de tenir ce timing. Alors si vous avez des questions, vous êtes sur Facebook, donc dans le chat, dans les commentaires Facebook, vous pouvez me poser vos questions et j'y répondrai en direct. Et si par contre vous voyez cette vidéo en replay sur YouTube, eh bien vous posez les questions dans les commentaires qui figurent sous la vidéo et je vais également y répondre, donc là cette fois-ci avec le clavier pour répondre à vos questions. Donc vous obtiendrez toujours une réponse. Cette conférence, elle est destinée avant tout aux professionnels de santé, aux hypnothérapeutes et aux sophrologues, et puis aux thérapeutes au sens large du terme. Avant de démarrer, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la prise en charge des douleurs chroniques, vous avez la possibilité d'assister à un webinaire, une conférence en ligne qui est tout à fait gratuite, qui s'intitule « Apprenez enfin comment traiter efficacement les douleurs chroniques de vos consultants ». Conférence dans laquelle je vais un peu plus loin, je développe davantage cette notion de douleur chronique. Donc c'est une conférence là aussi pour les thérapeutes, hypnothérapeutes, sophrologues. Le contenu de cette conférence-là, celle de tout de suite maintenant, les trois catégories de douleurs dont on parle peu et que tous les thérapeutes devraient connaître pour parfaire leurs accompagnements, c'est parti. Et je vais donc développer les caractéristiques pour chaque catégorie de douleur et la prise en charge hypnotique la plus adaptée. Alors la première chose que je précise, qu'on soit tout à fait clair par rapport à ce que j'aborde, c'est que je ne parle pas des douleurs psychiques. Je ne parle pas de souffrance. Je pense qu'on peut souffrir mais ne pas avoir mal.
dans le sens physique du terme, mais on ne peut pas avoir mal sans souffrir. C'est pour ça que quand, notamment, quand on accompagne une personne atteinte de douleurs chroniques, il me semble qu'on doit prendre en compte la souffrance qui est souvent une conséquence de cette douleur chronique, et donc les méthodes telles que la sublime, la magnifique EFT fonctionnent très bien et ça s'avère très souvent très efficace quand on veut traiter des souffrances. Paul Ricoeur, alors ça date de 1992, a écrit un article qui s'intitulait « La souffrance n'est pas de la douleur ». Donc pour bien poser, pour bien cadrer ce soir cette conférence, enfin ce soir il est 18h, 18h03, 18h04, hein, on est en hiver donc pour moi c'est le soir. Donc pour bien clarifier, on va donc pas parler de deuil, on va pas parler de stress post-traumatique, on va pas parler de rupture sentimentale difficile à digérer, etc. On va donc rester focalisé sur la douleur physique pure et dure comme on peut dire. Donc les trois catégories de douleur. La première catégorie de douleur, c'est la douleur en urgence. C'est la douleur de l'urgence, telle que les coliques néphrétiques, les fractures du col du fémur, les fractures du fémur, les lombalgies hyperalgiques très douloureuses, aiguës, les luxations diverses, etc. Alors ces douleurs-là sont quand même plutôt ces douleurs en situation d'urgence gérées par les professionnels de santé. Donc en général ce sont quand même plutôt les urgentistes qui traitent ce type de douleur. C'est vrai qu'en cabinet de thérapie vous n'avez pas l'occasion d'accompagner des personnes atteintes de douleurs type colique néphrétique, fracture du col du fémur, fracture ouverte tibia péroné, etc. Et heureusement c'est pas notre job entre guillemets en thérapie, en cabinet. Et ce sont des douleurs qui sont souvent difficiles à prendre en charge, hypnotiquement parlant. Pourquoi? Je vous donne plusieurs raisons que j'ai listées. Premièrement, parce que quand on est dans l'urgence, on aime bien que le patient conserve les yeux ouverts, tout simplement parce que ça nous permet de maintenir une communication avec lui. Alors, si vous avez déjà fait du secourisme, vous avez peut-être déjà appris qu'il faut parler à la victime pour ne pas qu'elle s'endorme, etc. En gros, c'est à peu près ça. Et pour ne pas qu'elle s'endorme, eh bien, il faut qu'elle maintienne les yeux ouverts. Donc, si on fait de l'hypnose avec les yeux fermés, s'il y a une aggravation médicale derrière, on n'aura pas forcément la visibilité. Pour dire il y a une aggravation, il faut avoir recours à tel ou tel geste, médicament ou technique. Voilà. Alors c'est assez puriste ce que je vous dis. Bien évidemment, il y a des techniques, mais il faudrait que la conférence dure beaucoup plus longtemps. Je vais essayer de tenir 30 ou 45 minutes et pas plus. Mais voilà, la première difficulté, c'est déjà ça. La deuxième difficulté, c'est que le patient est confronté à une situation anxiogène plus parce qu'il n'a pas prévu de faire des coliques néphrétiques ou d'avoir une luxation de l'épaule ou de tomber à vélo ou je sais pas quoi. Donc c'est une situation qui est très anxiogène, vous pouvez l'imaginer, beaucoup plus anxieuse, en tout cas anxiogène, que le cabinet où tout va bien, l'environnement est assez sympa, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de choses comme ça. Donc c'est un environnement assez anxiogène. Donc qui dit environnement anxiogène dit il va falloir prendre en charge cette composante anxiété. C'est un environnement souvent défavorable parce qu'il y a du bruit, il y a des gens qui sont autour, il y a des curieux, il y a des gens qui photographient, il y a des renforts qui arrivent, on communique avec une équipe, etc. Donc c'est un milieu qui est quand même assez compliqué pour pratiquer l'hypnose et en général on a peu de temps parce que avant toute chose, qu'est-ce qui prime dans le milieu de l'urgence? C'est le vital. Le vital va primer sur tout le reste. Le vital est la douleur. Et c'est vrai que quand on est en situation d'urgence, on a quand même beaucoup de médicaments qui peuvent être déployés même au bord de la route pour traiter ces douleurs, médicaments qui globalement fonctionnent bien et fonctionnent rapidement. Donc on a peu de temps. Beaucoup de bruit, souvent des douleurs qui sont très difficiles pour le patient, ce qu'on appelle une hyperalgie, ça fait très mal, les patients sont hyperalgiques. Et donc alors que l'hypnose est souvent difficile, on se rend compte que les médicaments sont souvent très efficaces, rapides, ces fameux médicaments que l'on appelle les médicaments de l'urgence, les antalgiques, il y a plusieurs paliers, je vous passe les détails, ça fonctionne bien et ça fonctionne rapidement pour une courte durée, enfin plus ou moins. Et on peut même aller jusqu'à endormir le patient, même sur place au bord d'une route ou dans un champ s'il y a besoin. Donc c'est vrai que l'hypnose en situation d'urgence pour le moment elle est relativement peu pratiquée, de mon expérience en tout cas elle ne sera jamais aussi efficace que les médicaments. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'hypnose en situation d'urgence, ça veut dire que c'est plus compliqué, ça veut dire que c'est un peu plus long à mettre en œuvre et ça veut dire qu'il y a d'autres composantes à prendre en charge que je vais vous expliquer dans quelques instants. Alors,
Quand on est confronté à des douleurs de l'urgence, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit d'abord procéder à une évaluation qui est très simple. C'est est-ce que le patient a mal ou est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il a mal ou est-ce qu'il a peur? Souvent, vous connaissez cette expression, on dit il y a plus de peur que de mal. D'accord, mais bon, enfin, quelquefois, il y a aussi plus de mal que de peur ou autant de mal que de peur. Alors, si le patient a peur, il a peur de quoi? Il a peur parce qu'il est dans l'anticipation d'une douleur par rapport à un geste. Par exemple, on va lever sa jambe alors qu'il y a une fracture déplacée, fracture ouverte, tibia péroné, une luxation de cheville ou que sais-je. On va lever sa jambe pour engager une attelle pour l'immobiliser. Donc ça, évidemment, ça peut faire très peur. Il a peur parce qu'on va poser une perfusion. Il a peur parce que la famille, et donc il est anxieux parce que sa famille n'est pas prévenue. Il a peur des conséquences. Il a peur parce qu'on va devoir le bouger pour le mettre par exemple sur un matelas coquille, parce qu'on va devoir le sortir d'une voiture. Vous voyez qu'on est vraiment dans un environnement qui, pour le patient, la victime, on est sur une victime à ce moment-là, est très très anxiogène. Est-ce qu'il a mal? Est-ce qu'il a peur? Donc très souvent, la première chose en situation d'urgence qu'on va faire, alors que c'est pas nécessairement le cas, vous le verrez pour les douleurs chroniques, c'est qu'on va défocaliser le patient. Le défocaliser, l'amener mentalement ailleurs tout en gérant l'anxiété. On considère, c'est schématique, mais considérons cela, que quand le patient mentalement s'évade ailleurs, eh bien la douleur s'estompe, la douleur diminue. Alors attention, je dis pas que c'est facile. Moi, je me souviens un jour d'un formateur en hypnose qui faisait une conférence devant, je sais pas, 50 ou 100 personnes et qui dit les douleurs des professionnels de santé, des SMURistes, enfin des gens qui font du SMUR, du SAMU. Et il parlait comme ça, avec cette personne qui est au bord de la route, les tripes à l'air. Je répète mot pour mot ce qu'il disait, ce sont des douleurs qui sont très faciles à prendre en charge. C'est faux et archi faux avec l'hypnose, même avec les médicaments, ce sont des douleurs, c'est une réalité de terrain, qui sont très compliquées à prendre en charge. Et croyez-moi que toutes les personnes qui font du SAMU ou qui ont fait du SAMU ou de la douleur, de l'urgence, aucun ne tienne le discours de ce monsieur qui par ailleurs n'a jamais fait de SAMU de sa vie parce qu'il n'est pas professionnel de santé. Donc si c'était si facile que ça serait génial et je serais le premier, croyez-moi, à le revendiquer. C'est un peu plus compliqué, c'est une réalité de terrain. Donc on va proposer de la défocalisation, on va proposer aux patients, on va accompagner tout du moins le patient. Alors je vois qu'il y a des questions, je vais répondre petit à petit ou des remarques. Je fais plusieurs choses à la fois. Je finis et après je réponds. On va travailler sur la gestion du stress, notamment avec cette respiration bougie que j'ai conceptualisée. Si vous avez suivi certaines de mes formations, vous en avez déjà entendu parler. Respiration bougie qui fonctionne très très bien, qui est notamment destinée à diminuer l'action de certaines hormones du stress et à augmenter l'action d'autres hormones dont les endorphines. Donc on augmente la sécrétion d'endorphines, endorphine égale endomorphine. Et puis en situation d'urgence, il y a quelque chose qui marcherait très très bien, je ne vais pas rentrer dans les détails plus que cela, c'est la sidération, une sidération majeure qu'on pourrait provoquer sur le patient, c'est-à-dire une grosse rupture de pattern, mais pas les ruptures de pattern telles que peut-être vous les connaissez si vous faites de l'hypnose. Là je parle vraiment d'une sidération, type sidération psychique, ce qui est relativement très peu utilisé par les professionnels de santé. Moi je l'ai fait qu'une ou deux fois, mais c'est en urgence, mais c'est relativement rare. En gros, alors c'est pas tout à fait ça, mais je vous donne un exemple. Si le patient crie parce qu'il a mal, il gémit, vous vous mettez au-dessus et vous hurlez encore plus fort que lui en le regardant dans les yeux. Il y a une sidération réflexe qui est provoquée, il se détourne de sa douleur. Milton Erickson en a parlé quelques fois de cela, notamment en donnant un exemple. Alors l'exemple n'est peut-être pas très fidèle par rapport à ce qu'il dit, notamment par rapport à la douleur que vous avez. Imaginez, vous vous promenez dans la rue, et puis vous avez là une violente douleur, vous avez une lombalgie aiguë. Alors je sais plus s'il parlait de lombalgie aiguë, peu importe, mais vous avez une violente douleur, donc vous avez très très mal. Et à 100 mètres de vous, vous voyez une dame qui promène un bébé, pardon pour cette image, un bébé donc dans une poussette, et un camion arrive et vient renverser la maman et le bébé, donc la poussette. Eh bien, il y a 9 chances sur 10 que quasi immédiatement, systématiquement, de par cette violente rupture de pattern, vous soyez totalement défocalisé de la douleur, parce que la seule chose qui va compter à ce moment-là, mentalement parlant, c'est la maman qui est blessée, qui est par terre avec son bébé, etc. Enfin, vous voyez le contexte. C'est une sidération psychique. Alors, les vraies sidérations psychiques,
hors contexte douleur, c'est un peu différent, hein. Voilà, ça demanderait à être développé, mais en gros c'est ça. Donc vous imaginez qu'en situation d'urgence, c'est assez compliqué de se mettre au-dessus du patient, de crier, de crier plus fort que lui, droit dans les yeux, etc. Voilà. Donc en bref, en situation d'urgence aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, on est au tout début 2020, eh bien, ce qui marche très bien quand même, ce sont les médicaments. Et l'idéal dans tout cela, c'est combiner médicaments et techniques d'hypnose, donc défocalisation, gestion du stress et puis technique hypnotique à visée antalgique dans un contexte qui est quand même très compliqué. Si vous n'avez jamais travaillé dans les urgences ou au SAMU, ou chez les pompiers, bah, vous pouvez regarder des émissions à la télé, c'est pas ce qui manque, et puis vous verrez un petit peu c'est quoi cet environnement, le contexte, et vous comprendrez la complexité de la chose. Donc ça, c'est le premier type de douleur, la première catégorie de douleur, on peut dire les douleurs de l'urgence. Deuxième catégorie de douleurs, eh bien c'est ce que l'on appelle, ce sont les douleurs iatrogènes, autrement dit les douleurs provoquées. Les douleurs provoquées, c'est quoi? Les douleurs provoquées par un soignant sur un patient pour réaliser un soin ou alors un examen, par exemple à visée diagnostique. Je vous donne quelques exemples, hein. Une biopsie, une cystoscopie, une ponction lombaire, une suture, un gaz du sang, on pique dans l'artère juste là qu'on appelle l'artère radiale, ça fait pas du bien. Enfin moi j'en ai jamais eu, j'en ai déjà fait, donc c'est pas quelque chose d'agréable. Des mobilisations diverses, des pansements douloureux, des scars, des sondages, etc. Tout ça, ce sont des soins douloureux et vous pouvez vous en douter, pour un infirmier, un médecin, des professionnels de santé, c'est vraiment le quotidien. Ces gens-là font mal aux patients. Alors attention, quand je dis ces gens-là font mal aux patients, évidemment, il n'y a aucun jugement de ma part, c'est un constat. Et donc là, l'hypnose est tout à fait appropriée et beaucoup plus facile à mettre en œuvre que l'hypnose en situation d'urgence, de douleur urgente notamment. Je vais développer cela. Ce qui constitue la douleur, c'est d'un soin douloureux, c'est la douleur en elle-même, mais aussi la répétition des gestes. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant à savoir quand vous avez notamment des services de soins intensifs respiratoires ou cardiaques, par exemple. Si le patient n'a pas de cathéter, je vous passe ces détails, eh bien, toutes les 2 heures, 3 heures ou 4 heures, on va faire un gaz du sang assez douloureux ici. On pique pile poil là dans l'artère radiale. Alors, évidemment, toutes les 3-4 heures, ça fait à peu près 6 fois sur 24 heures, la nuit y compris. Donc vous imaginez la répétition du geste. En gros, un geste plusieurs petits gestes, pas très douloureux, en termes d'intensité de la douleur, égale un geste très douloureux. Si on raisonne mathématiquement parlant et que je fais un raccourci très court. Or, dans les hôpitaux, des petits gestes qui sont un petit peu douloureux, pas beaucoup douloureux, eh bien il y en a énormément. C'est vraiment le quotidien des soignants, mais aussi et surtout le quotidien des patients. Alors le patient, qu'est-ce qui se passe s'il a eu ça? On va partir par exemple sur une prise de sang qu'il a une fois tous les jours et puis il a des veines assez compliquées à trouver, donc l'infirmière est obligée de chercher les veines. Il l'a eu hier la prise de sang, il l'a eu avant-hier, donc aujourd'hui il sait comment ça s'est passé hier et avant-hier. Il se souvient de la douleur, c'est la remémorisation de la douleur et donc il est déjà dans l'anticipation de la douleur et on s'est rendu compte, j'en parle dans d'autres vidéos, que le cerveau a cette capacité, cette faculté d'anticiper la douleur. C'est-à-dire il a mal avant d'avoir mal. C'est une zone au niveau du cerveau qui s'appelle la neuromatrice, la matrice de la douleur, hein, peu importe les termes, avec le cortex singulaire antérieur, d'autres zones du cerveau, qui, quand on dit au patient, monsieur, je vais vous piquer dans quelques instants, ça va pas faire mal, etc., n'ayez pas peur, eh bien, cette zone du cerveau s'active alors qu'on n'a pas encore commencé à faire mal réellement pour de vrai au patient. Cette zone s'active parce que le cerveau est déjà dans l'anticipation de la douleur. Elle s'active d'environ 30 à 40%. Donc vous voyez ce contexte-là à l'hôpital, évidemment, il y a l'anxiété aussi, l'anticipation du geste, les douleurs passées. Et donc nous, on doit composer avec tout cela. Et donc, in fine, en bref, ce sont des douleurs qui sont quand même plus faciles à traiter que les douleurs de l'urgence. Pourquoi? Parce que d'abord, le professionnel de santé, on a pu instaurer un climat de confiance avec le patient qu'on connaît peut-être depuis un certain temps. Un certain temps, une journée ou une garde ou une nuit de travail, ça suffit pour nouer une relation de confiance. En hypnose, on parle de tunnelisation. Donc, on connaît le patient. Alors, c'est vrai que quand on travaille dans ces milieux-là, on a tendance à nouer des liens assez
c'est rapidement, ce sont les liens soignants-soignés qui pour nous sont absolument bien sûr indispensables pour mener à bien les soins. C'est une chose, mais pour que les soins se passent le mieux possible. Et donc on connaît bien nos patients, on a pu au préalable, avant même de commencer de l'hypnose, si toutefois on veut faire de l'hypnose, commencer à créer cette tunnelisation, ce lien de confiance soignant-soigné. Et on a aussi le temps, aussi rapide parfois que ça puisse être, on a le temps de conditionner notre patient. Le temps de le conditionner à quoi? La réussite, c'est-à-dire le soin va se passer dans les meilleures conditions, vous serez détendu, serein, confortable, etc. Ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire en situation d'urgence, parce qu'on arrive sur les lieux d'un accident de moto, par exemple, la jambe du motard, elle est un tout petit peu inclinée, donc elle n'est pas tout à fait dans l'axe tel qu'elle devrait l'être en temps normal, il a peur, il a mal, il l'a pas prévu, etc. Là, c'est un contexte beaucoup plus compliqué. Les contextes, globalement, dans l'hôpital, ce sont des contextes plus faciles, mais pour autant pas très faciles. Il y a quand même quelques difficultés, bien entendu. Donc, on a le temps de conditionner le patient ou les patients. Souvent, le climat est assez favorable. On met une petite pancarte sur la porte en disant hypnose en cours, les gens respectent, ils sont habitués, l'équipe nous connaît, etc. Et donc, on va pouvoir travailler sur plusieurs composantes que je vais vous donner. Premièrement, la composante stress. Il est important, quand on travaille sur des patients qui ont des douleurs, que ce soit des douleurs de l'urgence, des douleurs iatrogènes provoquées ou les douleurs que je vais vous parler en troisième catégorie de douleurs, de travailler sur cette composante stress, c'est fondamental. Donc, sur une douleur provoquée, on prend en considération le stress. Deuxièmement, on va utiliser un langage adapté. J'en parle également dans d'autres conférences dans lesquelles, je vois les questions, j'arrive, dans lesquelles on explique que l'inconscient, fort et puissant, 85% de l'activité neurologique, c'est conceptuel mais c'est à peu près la réalité, n'a pas cette capacité de capter la négation. Il ne comprend pas la négation. Donc on va utiliser un langage positif. On balaye peur, piqué, mal, etc. Douleur aussi. Donc monsieur, vous serez tout à fait, ou madame, confortable, serein, ça va très très bien se dérouler. Et on projette le cerveau dans de la futurisation bénéfique, de la superfuturisation, ce qu'on appelle la futurisation positive. Quand le soin sera terminé, je vais vous mettre TF1, il y aura je sais pas quoi, et on sait que le patient aime bien parce que la veille au soir, par exemple, on a vu qu'il regardait cette émission et qu'il kiffait, comme les jeunes disent, cette émission, enfin voilà. Donc on va travailler sur la composante stress, on va utiliser un langage positif qui est tout à fait adapté en balayant les termes, les mots à connotation négative. On va amener notre patient dans cet état alpha, dans cet état hypnotique qui est un état, selon comment je l'utilise avec, entre autres, la respiration bougie permet non seulement de stimuler, de mobiliser les ressources mentales, c'est important, mais aussi les ressources physiologiques. On va défocaliser notre consultant, c'est-à-dire que, encore une fois, quand mentalement il s'évade ailleurs, la douleur diminue ou s'estompe. Et je vais vous raconter le cas d'un monsieur âgé que j'ai eu l'occasion de sonder, un monsieur Alzheimer, c'était un peu compliqué, je vais vous raconter. Donc il est ailleurs, ce patient, et donc la douleur s'estompe. Donc défocalisation, on travaille sur la gestion du stress, l'état alpha pour mobiliser les ressources mentales et physiologiques, et j'ai oublié le langage adapté, je crois. Le langage adapté, stress, état alpha et la défocalisation. Voilà. Et qu'on soit en hypnose franche, c'est-à-dire les yeux fermés, un état hypnotique entre guillemets traditionnel tel que vous le connaissez, ou qu'on soit en hypnose conversationnelle, on essaie de faire tout cela, de mettre tout ça en œuvre. L'exemple que je vous donne, c'est un monsieur que j'ai eu l'occasion de sonder. Alors il était en retour de bloc, et moi je travaillais de nuit, et en retour de bloc on doit surveiller une chose, c'est la reprise de diurèse, c'est-à-dire en gros le patient doit uriner, quelquefois il y a des blocages, des rétentions urinaires, des blocs, et au retour de bloc, au retour du bloc opératoire, il y a un bloc vésical, le patient n'urine plus, et la chose que l'on doit faire, c'est le sonder. Alors en général on temporise un petit peu, on attend, on le fait boire, mais à un moment donné, il n'urine pas, c'est bénin, le geste en lui-même est facile à faire, mais souvent douloureux, donc surtout si c'est un homme. Donc là, en l'occurrence, je décide de sonder ce patient qui est en bloc vésical, donc sonde urinaire. Compliqué, le patient est Alzheimer, il ne comprend pas, il est confus, il est âgé, il y a les médicaments du matin de l'anesthésie générale qui sont encore là, il n'est pas chez lui, il est déstabilisé, il est désorienté, c'est un peu compliqué. Et rapidement, ce monsieur me dit qu'il adore jardiner. Alors,
où il adorait jardiner. Je ne sais pas s'il jardinait encore, mais voilà. Alors que les yeux sont ouverts, moi je me suis dit, je ne vais pas pouvoir lui demander de fermer les yeux, il ne va pas comprendre tout ce que je vais demander, etc. Je le fixe intensément dans les yeux. Alors, en faisant mon soin, j'étais tout seul, hein, vous imaginez le topo. En plus, je ne suis pas tout à fait à hauteur du visage. Hein. Alors, je fixe intensément dans les yeux en regardant en même temps le geste. Hein. Je suis un homme, mais bon, je peux faire plusieurs choses à la fois, comme quoi. Et je lui demande de me raconter un peu le jardinage. Et sans arrêt, je le coupe. Donc, je fais des ruptures de pattern et puis on engage cette conversation. Vous jardiniez quoi, etc. Et je sonde. Et ça se passe très très bien, sans aucune douleur. Et je vous garantis que alors je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais le passage de la prostate a été un peu compliqué, j'ai dû forcer, et que très sincèrement, sans cette hypnose conversationnelle qui a été instaurée certes rapidement, mais efficacement, je pense que j'aurais eu beaucoup de difficultés et que ce pauvre patient, de par tout ce contexte-là, se serait débattu, m'aurait poussé, et je pense que ça aurait été relativement compliqué. En jouant sur la notion stress, en jouant sur la notion défocalisation, en jouant sur la notion conversationnelle, avec tout ce vocabulaire adapté, et on arrive à faire des choses qui sont vraiment géniales, quoi. Voilà. Et puis aussi sur l'anticipation de la douleur, hein, parce qu'au moment où je sonde, hein, je ne dis pas, donc je casse cette anticipation de la douleur, je ne dis pas monsieur, je sonde maintenant à 3, 1, 2, 3, je sonde, je pousse la sonde, etc. Voilà. Donc là, on est dans le contexte de douleur provoquée, de douleur iatrogène pendant un soin douloureux. Je voudrais partager, Olivier, je vais répondre. Je vois Olivier, Célia qui me pose des questions, j'arrive. Je voudrais juste, avant de commencer à répondre aux questions ou aux remarques, rappeler ce que le professeur Emmanuel Hirsch dit, et je trouve ça vraiment génial. Ça résume tout ce que l'on doit nous garder en tête en tant que soignant quand on propose des soins douloureux. Il dit ceci, ce fameux professeur Emmanuel Hirsch: notre objectif en tant que soignant, il est double. Premièrement, ne pas faire souffrir. Alors on fait tout ce qu'on peut pour éviter de faire souffrir, ça c'est la première chose. Donc on est bien sur un contexte de douleur provoquée, de douleur iatrogène. Ne pas faire souffrir, et deuxièmement, ne pas laisser souffrir. Ne pas faire souffrir et ne pas laisser souffrir, parce que évidemment à l'hôpital, bien sûr, vous vous en doutez, on est aussi confronté à des douleurs aiguës, mais qui ne sont pas provoquées par un soignant, et quelquefois aussi des douleurs chroniques. Ne pas faire souffrir et ne pas laisser souffrir. Et quelquefois, eh bien, on doit aussi choisir, mais là c'est un peu plus compliqué, entre la vie relationnelle, entre préserver le relationnel ou atténuer la douleur, notamment grâce à la sédation. Mais je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, c'est pas nécessairement l'objet de cette conférence ce soir. Alors Olivier me dit: je confirme la répétition. Alors, je confirme que la répétition, je pense, des gestes amplifie la douleur perçue. Exactement, hein, c'est, je pense, Olivier, que vous faites le lien avec ce que j'ai expliqué il y a quelques minutes par rapport à ces gaz du sang, les prises de sang, etc. Donc, ces gestes répétés. Célia: j'ai été formée à Paris aux douleurs, mais on a vu douleur hôpital, chronique. Ah oui, donc les douleurs provoquées, j'imagine, les douleurs chroniques, c'est fouillis pour moi. Je suis hypno. Alors oui, c'est vrai que souvent dans les formations, vous vous rendez à une formation, c'est lié en l'occurrence à Paris, et vous êtes par exemple sophrologue ou hypnothérapeute, et on vous parle de la douleur provoquée, on vous parle de la douleur en urgence pour les gens du SAMU. On vous parle de tout ça, ça vous intéresse pas forcément, ou alors vous êtes urgentiste et on vous parle de la prise en charge des douleurs en cabinet, etc. Votre marque Célia est très intéressante, hein, parce que je crois, et moi c'est ce que j'ai toujours fait depuis que j'enseigne la prise en charge des douleurs via l'hypnose, je crois qu'il faut bien scinder la douleur de l'urgence, la douleur provoquée et la douleur chronique. On va y venir dans quelques instants, parce que les environnements diffèrent à tel point que la prise en charge diffère aussi, et les douleurs, pour rebondir sur ce que dit Célia, sont multifactorielles, multidimensionnelles, et nécessitent une prise en charge multifactorielle. Alors je vais en multi équipe, hein. Je ne vais pas rentrer multidisciplinaire, une prise en charge multidisciplinaire. Voilà, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais vous avez raison, si bien que je comprends que si vous allez, vous êtes hypno, voilà, vous allez à une formation en tant qu'hypno, et puis on vous parle de douleurs des infirmières qui font mal, des médecins sur les ponctions lombaires, etc. Vous ne vous y retrouvez pas en termes de prise en charge, parce que c'est jamais ce que vous ferez, et contextuellement et techniquement parlant, en cabinet. Moi, je fais la différence, hein, donc je comprends tout à fait.
Léa, oui, 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 pour l'anticipation de la douleur, je vis cela chez le dentiste. Alors oui Léa, alors je rigole parce que je comprends, je l'ai vécu aussi chez le dentiste, hein, moins maintenant, ça se passe même très bien chez le dentiste, bon j'y vais une fois par an, 2 fois maxi, hein, mais ça se passe bien parce que j'arrive à me défocaliser et je fais tout ce que vous avez entendu là il y a quelques minutes, hein, tout ce que j'ai partagé avec vous. Donc l'anticipation de la douleur, hein, même sans nécessairement, puisque c'est ce que Léa partage avec nous, parler d'hospitalisation longue ou courte ou d'urgence, etc. Vous l'avez probablement, très probablement déjà vécu. Et puis aussi avec toute cette composante stress qui vient se greffer autour. Je vais pas détailler ça, mais il y a aussi toute la catastrophisation, tout le catastrophisme de la douleur. Voilà. Pour Léa. Alors, je poursuis. Donc, on a vu les différentes catégories de douleurs. On a parlé de la douleur de l'urgence, de la douleur iatrogène, de la douleur provoquée. Troisième type de douleur, et là, c'est vraiment pour les sophrologues hypnothérapeutes, c'est la douleur chronique. La douleur chronique, selon la définition que je vous fais je vous la fais courte, la définition, c'est une douleur qui est présente depuis plus de 3 à 6 mois et qui est susceptible d'affecter de façon péjorative bien entendu, le comportement et le bien-être du patient, du consultant. Donc on est sur une douleur présente depuis plus de 3 à 6 mois. Je vous partage des chiffres. Alors le premier, j'en parle dans les formations, j'en parle dans les différentes vidéos ou conférences, mais le deuxième, je l'ai découvert il y a très peu de temps et j'étais vraiment ébahi en lisant ce chiffre. D'abord, premier chiffre que je vous donne, là ce sont des études que j'ai trouvées, 3 études très récemment. C'est pas celui-là qui m'a fait tomber de la chaise parce que je m'en doutais un peu. La douleur chronique, c'est la première cause de consultation dans les cabinets d'hypnose et de sophrologie. La douleur chronique, première cause de consultation dans les cabinets d'hypnose et de sophrologie via 3 études qui disent exactement la même chose. Alors je sais pas si ça a été évalué sur 100 000 personnes, je crois que c'était sur quelque chose comme 7 ou 800 personnes, mais enfin c'est quand même assez révélateur et en tout cas très intéressant. En France, ce sont 7 millions de personnes qui sont atteintes de douleurs chroniques dont la moitié n'est pas soulagée. Ça ne veut pas dire pas prise en charge, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien du tout, ça veut dire qu'elles ne sont pas soulagées ou pas totalement soulagées. Tout ça, j'ai déjà dit. Enfin, sauf pour la partie première cause de consultation chez les sophrologues ou hypnothérapeutes, mais les 7 millions, j'en ai déjà parlé. Par contre, ce chiffre-là, je ne l'ai jamais donné, ça nous vient de l'Académie nationale de médecine, hein, donc c'est pas un truc qui a été fait comme ça à la va-vite. Près de 20 millions de Français, je vous parlais de 7 millions il y a quelques instants, là j'ai d'autres chiffres, près de 20 millions de Français, donc ce qui représente environ 30% de la douleur, 30% de la population adulte, souffrent de douleurs chroniques rebelles au traitement antalgique conventionnel. L'Académie nationale de médecine, 30% de la population adulte, soit 20% de 20 millions de Français souffrent de douleurs chroniques qui sont rebelles au traitement médicamenteux usuel. Ouais, c'est quand même, enfin, moi je trouve c'est gigantesque, c'est absolument énorme, hein. C'est beaucoup, 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 beaucoup. Alors, les avantages que l'on va rencontrer quand on pratique la prise en charge des douleurs chroniques, hein, donc en cabinet de thérapie, ce contexte est un petit peu plus avantageux pour nous. On est dans un contexte de cabinet, donc il n'y a pas trop de bruit, la lumière est assez sympa, il n'y a pas des gens qui courent partout, on ne doit pas parler à tout le monde, on n'a pas un patient qui est super anxieux, etc., qui n'a pas prévu de se retrouver par terre, donc c'est vrai que le climat, le contexte est quand même assez avantageux. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on a le temps, hein, d'accompagner ces consultants, on a le temps de les écouter, on peut faire de l'écoute active, de la reformulation, bref de la relation d'aide, on peut les éduquer à la gestion du stress, on peut éventuellement trouver quelle est la cause de ces douleurs, si derrière en fait c'est une souffrance qu'il y a par exemple un deuil ou autre chose, on a le temps, on peut proposer plusieurs séances à ces personnes qui viennent nous voir en cabinet pour les douleurs chroniques, on peut faire une anamnèse un petit peu approfondie, enfin vous voyez que tout ça c'est quand même des avantages. Je vous donne ce terme-là, vous pouvez le noter si vous le voulez. Pour moi, la prise en charge des douleurs chroniques dans les cabinets, c'est réhabiliter un possible, en 2 mots, un possible, donc réhabiliter les possibilités que le consultant il a en lui, grâce à la mobilisation des ressources mentales et physiologiques, réhabiliter un
possible, balayer l'impossible. Balayer l'impossible, c'est notamment par rapport aux croyances limitantes, et c'est aussi en le convainquant qu'il a tout pour réussir et qu'il va pouvoir atteindre le ou les objectifs pour lesquels il est venu nous voir. Donc ça passe notamment par l'éducation thérapeutique. Réhabiliter impossible, balayer l'impossible. Alors, quand on travaille sur les douleurs chroniques en cabinet, on va bien sûr travailler sur cette composante stress, on va travailler sur l'anticipation de la douleur également, qui est quand même intimement liée à ce stress. Et Milton Erickson, que vous connaissez, disait ceci, je lis, donc par rapport aux douleurs, à l'anticipation des douleurs, il disait ceci: la douleur est un complexe, une construction composée de douleurs passées et remémorées, de la douleur présente, donc les douleurs passées et remémorées, je vous en ai parlé tout à l'heure, de la douleur présente, de la douleur donc actuelle, et des douleurs anticipées du futur. On a aussi parlé d'anticipation de la douleur, c'est valable aussi pour les douleurs chroniques, des études médico-scientifiques le démontrent. Il poursuit: ainsi, la douleur immédiate est augmentée des douleurs du passé et rehaussée par les futures possibilités de douleur via l'anticipation de la douleur, catastrophisation de la douleur qui peut-être va venir là dans 1 heure ou 2 heures ou en plein milieu de la nuit me réveiller, et c'est une douleur absolument catastrophique. Je suis donc dans le catastrophisme, dans la catastrophisation de la douleur. Je relis cette citation: la douleur est un complexe, une construction composée de douleurs passées et remémorées, de la douleur présente et des douleurs anticipées du futur. Ainsi, la douleur immédiate est augmentée des douleurs du passé et rehaussée par les futures possibilités de douleur. Elle est très intéressante cette citation parce que elle nous explique que quand on prend en charge des patients, des consultants atteints de douleurs chroniques, il faut composer avec les douleurs passées, les douleurs remémorées, les douleurs mémorisées, les douleurs présentes et les douleurs du futur. Donc les douleurs anticipées, les douleurs qui sont mentalement anticipées. Et donc, pour renforcer l'efficacité de vos prises en charge par rapport aux douleurs chroniques dans vos cabinets respectifs, que vous soyez hypnose, sophro, 2 principes fondamentaux à appliquer. Le premier, c'est Nancy Roper, qui était une infirmière du Royaume-Uni, qui disait ceci. C'est une infirmière qui est décédée en 2004. Elle disait: le but, c'est d'aider la personne à progresser, j'adore ce terme, vers le pôle d'indépendance maximum. Le pôle d'indépendance maximum dans chacune de ses activités de la vie quotidienne, et l'aider à y rester. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que premièrement, on doit autonomiser les consultants. Mais si vous me suivez un peu via les conférences ou les vidéos ou les formations, vous savez que je parle beaucoup d'autonomie du consultant. Et deuxièmement, on doit pratiquer ce que l'on appelle l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, c'est quoi? C'est apprendre aux consultants à être autonomes. Donc premièrement, visez l'autonomie, l'apprentissage pour que votre consultant soit dépendant de lui-même et pas de ses ressources. Évidemment, tout cela, ça s'apprend. Et deuxièmement, provoquer un état alpha maximal, je parle pas de maximal dans le sens de la profondeur, hypnose profonde. Moi, je fais peu d'hypnose profonde dans ces contextes de douleur chronique, j'en ai pas besoin. Quand je dis état alpha maximal, c'est-à-dire on va déployer toutes les possibilités de cet état alpha, c'est-à-dire on va mobiliser les ressources mentales, les ressources neurologiques si vous voulez, mais aussi également les ressources donc mentales, psychologiques, et aussi les ressources physiologiques, notamment les ressources hormonales, pour rétablir une juste homéostasie, pour rétablir un juste équilibre au niveau hormonal, notamment entre autres. Et là où c'est vraiment très intéressant par rapport à cet état hormonal et par rapport à l'état alpha, il y a aussi de nombreuses études qui nous disent que quand votre consultant est en état alpha, l'état alpha qui est un état naturel neurologique caractérisé donc par des ondes électriques cérébrales dites alpha, et bien quand votre consultant est en état alpha, et bien il n'y a pas, et même certaines études disent il n'y a plus de sécrétion de cortisol. Si l'état alpha dure 20 minutes, pendant 20 minutes, il n'y a plus de sécrétion de cortisol. Et qu'est-ce que le cortisol? Je vois que ça réagit un petit peu par rapport à ça. Qu'est-ce que le cortisol? Eh bien, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, en clair, je schématise et je prends un court raccourci. Quand vos consultants sont en état modifié de conscience, donc en état alpha, eh bien, ils ne sont pas stressés parce qu'il n'y a plus de sécrétion de cortisol.
propos qui sont à modérer. J'ai apporté quelques explications il y a quelques instants de cela. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Donc, pour renforcer l'efficacité, les deux principes fondamentaux, c'est l'éducation thérapeutique, viser l'autonomie de vos consultants, et deuxièmement, un état alpha maximal pour mobiliser, stimuler les ressources mentales, mais aussi les ressources physiologiques. Tout cela, ça s'apprend. Alors, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Baptiste, je lis les questions parce que je ne veux pas vous laisser sans réponse. Baptiste, je suis comme vous ex-SAMU, d'accord, et maintenant hypno, IDE, donc Baptiste infirmier, il a travaillé aussi au SAMU. Je me retrouve tout à fait dans ce que vous dites concernant les contextes des douleurs qui impactent sur les modes de prise en charge. Voilà, merci pour cette conférence. Baptiste, voilà, c'est Baptiste, pardon, j'avais oubliez votre prénom, avec plaisir, c'est toujours un plaisir de partager mes expériences, mes connaissances. Voilà, vous voyez là, vous comprenez à prendre en considération pour rebondir sur ce que dit Baptiste, que la douleur chronique, on la traite pas de la même façon que la douleur provoquée, qui elle-même n'est pas traitée de la même façon que la douleur en situation d'urgence. Situationnellement parlant, ça diffère, et donc la prise en charge, elle aussi, diffère. Eric, oui, pour le cortisol qui diminue pendant un état donc pendant un état d'hypnose, j'ai lu des études aussi qui expliquent cela. Vive l'hypnose. J'ai rien à rajouter, Eric, voilà, bravo, vive l'hypnose. Françoise, 20 millions, c'est fou. Alors oui, je pense que Françoise, vous parlez des 20 millions de personnes douloureuses en France, 30% de la population par rapport à ce que relate l'Académie nationale de médecine. Oui, je suis comme vous, je pense pareil, 20 millions, c'est fou, on est sur la même longueur d'onde. Je poursuis. Sandra, David, combinez-vous d'autres méthodes à l'hypnose pour les douleurs chroniques? Très très bonne question, Sandra, oui. Je combine d'autres méthodes à l'hypnose pour accompagner les personnes atteintes de douleurs chroniques, absolument, parce que sinon je pense qu'on n'est pas dans l'optimisation totale de cet état alpha. Si on fait que de l'hypnose, c'est juste, entre guillemets, seulement la stimulation des ressources mentales, un peu du physiologique, mais pas entièrement, pas beaucoup de physiologique. Or, en combinant d'autres méthodes d'une façon assez judicieuse, il y a la PNL, il y a l'EFT, il y a la cohérence cardiaque, il y a plein d'autres méthodes que j'utilise, je fais une espèce de mixture, et bien on est ok sur la stimulation des ressources mentales, c'est d'ailleurs ce que l'hypnose fait déjà, mais aussi sur également la mobilisation, la stimulation des ressources physiologiques, dont notamment les ressources hormonales dont j'ai succinctement parlé tout à l'heure. Voilà, alors j'irai pas plus loin parce que là je suis déjà quasiment à 3/4 d'heure et je vais essayer de tenir ma promesse. Je vous l'avais dit, je déborde toujours un peu. Voilà, Sandra, donc oui, j'utilise d'autres méthodes à l'hypnose pour accompagner d'autres méthodes complémentaires à l'hypnose pour accompagner les personnes atteintes de douleurs chroniques. Alors, je prends une dernière question de Manuela. David, vous parliez de diminution de cortisol, mauvaise hormone, mais y a-t-il de bonnes hormones qui augmentent? Alors, Manuela, cortisol, mauvaise hormone dans ce contexte-là, de douleurs chroniques ou même de douleurs provoquées ou de douleurs de l'urgence. Voilà, oui, là c'est une hormone qu'on n'a pas besoin pendant une situation de douleur. Donc mauvaise dans ce contexte-là, mais pas pour la vie de tous les jours, ça sert quand même le cortisol. Y a-t-il, la question de Manuela, de bonnes hormones qui augmentent? Oui, parce que comme je répondais à Sandra tout à l'heure, comme je combine d'autres méthodes à l'hypnose, c'est l'hypno-antalgie, c'est ce que j'ai conceptualisé. J'ai fait une sauce, une mixture, j'ai fait de la cuisine en fait. J'ai rien inventé, j'ai fait que conceptualiser. Donc comme je combine d'autres méthodes, effectivement on rétablit l'homéostasie, un équilibre. Moi j'appelle ça un juste équilibre au niveau notamment du système nerveux autonome, et on diminue certaines mauvaises hormones, donc vous l'avez compris, mauvaises dans ce contexte-là, qui sont l'adrénaline et le cortisol, et on augmente d'autres bonnes hormones. Je vous en ai parlé il y a quelques dizaines de minutes maintenant, peut-être de cela, qui sont notamment entre autres les endorphines, les endomorphines, donc c'est la morphine naturelle. Et ça c'est vrai, il y a des études aussi qui le démontrent, qu'on soit en situation d'urgence, qu'on soit en situation
situation de douleur provoquée ou alors qu'on soit en situation de douleur chronique. Ce que je vous explique là, c'est valable pour les 3 catégories de douleurs. Donc Manuela, mauvaise hormone, y a-t-il des bonnes hormones qui augmentent? Oui, dont aussi la mélatonine, et tant mieux, la mélatonine c'est l'hormone du sommeil. Donc pour les personnes qui viennent vous voir, qui ont des douleurs chroniques et en plus qui ont du mal à dormir, c'est fréquemment le cas, eh bien il y a possibilité de les aider à sécréter plus de mélatonine d'une façon tout à fait naturelle, qui est cette hormone du sommeil. Voilà. Pour ce que je voulais vous dire, j'ai pas terminé. Si vous voulez assister à une conférence en ligne gratuite, un webinaire gratuit, je vous donne le titre de ce webinaire. Apprenez enfin comment traiter efficacement les douleurs chroniques de vos consultants. Vous pouvez vous inscrire. J'aborde les 5 points clés pour obtenir 95% de réussite lors de vos prises en charge. Ce que sont réellement les douleurs chroniques, évidemment, je vais un peu plus loin que ce que je vous explique là parce que la conférence, le webinaire dure à peu près 2 fois plus longtemps. L'erreur fondamentale à éviter lors de vos accompagnements, la méthode pour mobiliser, et on en parlait, donc je fais le lien, toutes les ressources de vos consultants que tout thérapeute, à mon avis, à mon humble avis, devrait utiliser. Et je vous offre également une vidéo d'une trentaine de minutes pour rebondir, qui fait le lien sur ces ressources mentales, surtout les ressources physiologiques. Donc pour vous inscrire à ce webinaire, c'est pas compliqué. Si vous êtes sur le live là tout de suite en direct, vous avez le lien qui vient d'apparaître. Vous vous inscrivez, vous choisissez la date, l'heure que vous voulez, enfin la date que vous voulez, et puis l'heure aussi. Et puis si vous êtes sur le replay sur YouTube, eh bien vous avez le lien dans la description de cette vidéo qui va vous permettre de vous inscrire à ce webinaire, à cette conférence en ligne que vous allez suivre depuis chez vous. Et si vous êtes sur YouTube, eh bien vous pouvez également vous abonner en cliquant, ça doit être par là à peu près, je sais pas trop où, sur le bouton s'abonner, comme ça vous serez informé des prochaines vidéos que je vous propose. Voilà. Si vous avez d'autres questions, j'arrête là ce soir parce que je suis à plus de 45 minutes, j'ai pas trop tenu ma promesse quand même. Vous avez d'autres questions sur YouTube dans les commentaires de cette vidéo, vous les posez, vous voulez faire part de commentaires, allez-y, je répondrai. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez partager, inscrivez-vous au webinaire, j'aurai grand plaisir à vous répondre à toutes vos questions. Je vous remercie de me suivre, merci d'avoir suivi cette conférence, c'est toujours un véritable plaisir. Je vais en faire d'autres, je partagerai avec vous et à ce titre, si vous voulez recevoir des mails qui vous indiquent quand je propose ce type de conférence, là aussi dans la description de la vidéo, vous pouvez vous inscrire. Merci à tous, merci à toutes, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette conférence et je vous dis à bientôt.